9 petites minutes, c'est tout ce qu'il aura fallu pour pulvériser l'image d'un ancien président balayé 30 ans de calculs politiques et propulser la veuve République dans le plus gros tremblement de terre institutionnel depuis Clearstream. Nicolas Sarkozy venait tout juste de livrer une plaidoirie enflammée théâtrale face à la commission parlementaire, jurant la main sur le cœur qu'aucun dinar libyen n'avait jamais effleuré les caisses de sa campagne. Et là, droit dans les yeux de Sébastien Lecornu, il arborait ce regard sûr de lui, typique du vieux renard de la politique française, celui qui croit encore pouvoir s'en sortir avec des mots bien choisis, des gestes maîtrisés et cette fois inébranlables dans l'art de l'esquive verbale. Et puis soudain, tout bascule. Le chef du gouvernement français se lève, interrompt le jeu de dupes et dégaine des pièces à conviction qui glacent l'air dans l'hémicycle. Plus personne ne parle. Ce n'était pas une joute verbale de plus, ni un épisode de plus dans la saga judiciaire d'un ancien président. Non. C'était le moment où, en moins de 10 minutes, un jeune premier ministre de 39 ans pulvérisait l'aura d'un ancien chef d'État sous les yeux ébahis de la nation entière. Mais pour saisir l'intensité du choc qui a secoué les murs du palais Bourbon, ce jour-là, il faut rembobiner le film presque 2 décennies en arrière. À une époque où Nicolas Sarkozy se préparait méthodiquement à gravir les marches de l'Élysée. Et au commencement de cette épopée, il y avait Tripoli, cité du pouvoir des ors et des secrets. Là, au cœur des fastes extravagants du colonel Kadhafi, trônait un autocrate imprévisible, maître absolu d'un empire pétrolier aussi vaste qu'instable. À l'orée de 2006, Paris n'avait qu'une obsession lavée des années de méfiance diplomatique et recoller les morceaux avec Tripoli, dont l'image restait entachée par le spectre sanglant de l'attentat du DC-10 du UTA en 1991. Au même moment, un certain Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur au sourire tendu et à l'ambition débordante, flairait une occasion en or. Dans l'idée de réconcilier la France avec la Libye, il voyait, bien plus qu'une mission diplomatique, c'était un tremplin parfait. Redorer son blason à l'international, ramener des contrats mirifiques aux champions industriels français et, cerise sur le gâteau, dégoter des fonds occultes pour huiler la machine de sa campagne présidentielle à venir. Et c'est là que débarque, comme sorti d'un thriller d'espionnage, Ziad Takieddine, mi-négociant en armes mi-ombre, insaisissable du monde diplomatique parallèle. Cet homme d'affaires franco-libanais au parfum de soufre n'en était pas à son coup d'essai. Depuis les années 1990, il tissait des liens serrés avec la Libye de Kadhafi, naviguant avec aisance entre valises de cash et coulisses opaques des marchés d'armement. Son rôle facilitateur discret mais efficace entre dictatures avides et responsables occidentaux, pas toujours regardants pour faire transiter des commissions plus que suspectes à travers des circuits à peine croyables. Issu des rues animées de Beyrouth, où il voit le jour en 1950, Ziad Takieddine n'a pas mis longtemps à flairer les parfums enivrants du commerce d'armes, un univers aussi discret qu'opaque, où les intérêts nationaux s'en mêlent joyeusement aux fortunes personnelles et à une corruption bien huilée. Il ne collectionnait pas des timbres, lui, il collectionnait des contacts. Des généraux africains à la retraite dorés des princesses du Golfe au carnet de chèques, souples des ministres européens aux convictions flexibles, sans oublier quelques tyrans bien installés au Moyen-Orient. Ce monde parallèle, il en maîtrisait chaque recoin, chaque mécanisme occulte, chaque code secret du grand théâtre des pots de vin internationaux. Sa véritable expertise, créer des ponts invisibles entre Paris et les régimes autoritaires assoiffés d'armement. Dans les coulisses de ces méga-contrats militaires, il encaissait ses commissions avec la régularité d'une horloge suisse, entre 3 et 8% du total emballé dans des factures élégamment camouflées sous l'étiquette de conseils stratégiques. Mais en réalité, ces services avaient un but bien plus terre-à-terre, graisser la patte des décideurs, qu'ils soient français ou étrangers, afin de faire passer les accords sans heurts ni questions gênantes. Et c'est avec la Libye de Kadhafi que Takieddine noua l'un de ses liens les plus solides. Dès 1995, alors que les sanctions internationales clouaient le pays au pilori, il réussit à s'infiltrer dans les failles du système et à orchestrer la vente d'armements français. Cette entorse discrète aux embargos jeta les bases d'un partenariat fondé sur la confiance mutuelle et sur un intérêt commun à garder ses affaires bien loin des projecteurs.
Pour les services secrets libyens, Taqi-Eddine n'était plus un simple intermédiaire, il était devenu un maillon fiable, presque familial dans le réseau du régime. C'était en septembre 2006, dans l'élégance feutrée d'une suite de l'hôtel Bristol, que Ziad Taqi-Eddine aurait soufflé à l'oreille de Nicolas Sarkozy une offre impossible à refuser. Monsieur le ministre, le colonel Kadhafi souhaite vous soutenir, et pas qu'un peu. Pour lui, vous êtes l'unique espoir français capable d'apaiser une bonne fois pour toutes les relations entre Paris et Tripoli et surtout d'en finir avec ce fichu embargo sur les armes. Le message était clair, le ton courtois et le dessous de table colossal. Mais que cela reste entre nous, bien entendu, aucun micro, aucune trace. Trop sensible pour devenir officiel, trop explosif pour être su. Sauf que voilà, cette proposition amicale n'était rien d'autre qu'un uppercut juridique en pleine mâchoire de la loi française. Depuis les dérapages des années 90, la législation hexagonale sur le financement politique s'était blindée de toutes parts, pas de dons venant de l'étranger, pas d'argent d'État tiers et un plafond fixé à 7 500 € par personne. Un cadre clair, rigide et sans tolérance pour les largesses douteuses en provenance de dictatures pétrolières. Accepter des valises pleines de billets venant d'un autocrate nord-africain, c'était plus qu'une entorse à la loi. C'était une ligne rouge piétinée avec insouciance, un délit financier majeur avec à la clé 10 années de prison et 1 million d'euros d'amende. Mais surtout, c'était tendre les clés de l'Élysée à un pouvoir étranger. Quand l'homme censé incarner la souveraineté française s'endette officieusement envers un régime autoritaire, ce n'est plus de la politique, c'est de la trahison. Et selon les confidences explosives que Taqi-Eddine livrera plus tard, Sarkozy ne s'est pas contenté de fermer les yeux. Il aurait discrètement acquiescé, le plan aussi audacieux que terriblement efficace. Des liasses retirées en cash depuis des comptes offshore libyens, glissées dans des valises sans étiquette embarquées à bord de jets privés direction Paris, puis transférées à l'ombre directement dans les circuits parallèles de l'équipe de campagne. Un balai de billets, sans trace, sans facture, sans bruit. Entre novembre 2006 et mars 2007, juste à l'aube du grand sprint électoral, Taqi-Eddine s'envole à 3 reprises de Tripoli vers la capitale française. À chaque rotation, il transporte de véritables montagnes de liquide rangées dans des valises diplomatiques intouchables par les douanes. Au total, 5 millions d'euros selon ses aveux ultérieurs. Une somme faramineuse qui à elle seule couvrait un quart du budget officiel de campagne. Le genre de coup de pouce qu'on ne trouve pas dans les bilans comptables. Mai 2007, Nicolas Sarkozy triomphe dans les urnes battant Ségolène Royal avec une avance de 6%. La fête de la victoire est fastueuse, clinquante, presque indécente, organisée dans l'enceinte très sélecte du Fouquet's, devant des caméras mi-amusées, mi-choquées. Quelques semaines plus tard, en juillet, c'est au tour de Kadhafi d'être reçu en star à Paris, déroulement du tapis rouge compris. La République accueille le dictateur libyen avec les honneurs et une mémoire diplomatique étrangement courte. C'est une scène qui paraît sortie d'un film satirique en plein cœur de Paris. À 2 pas de l'Élysée, Mouammar Kadhafi plante littéralement sa tente bédouine dans les jardins de l'hôtel Marigny comme un défi lancé au protocole républicain. Les caméras crépitent, la presse s'étrangle, mais les sourires diplomatiques persistent. Officiellement, cette visite scelle la réconciliation entre Paris et Tripoli. Officieusement, elle sonne comme le remboursement discret d'une dette invisible, celle contractée par Sarkozy auprès de son généreux mécène libyen. Et ce grand retour sur la scène internationale ne vient pas les mains vides. Au menu de cette lune de miel géopolitique, milliards d'euros en contrat Airbus, vendus par cargaison entière, réacteurs nucléaires civils dans les cartons, et juteux accords pétroliers pour Total. En moins d'une semaine, la France et la Libye deviennent, sur le papier, des alliés stratégiques indéfectibles. Mais dans les coulisses, un parfum d'arrangement plane lourdement. Pendant 4 années entières, cette vérité dérangeante reste confinée à un cercle ultra restreint. Un petit noyau de conseillers, d'intermédiaires et d'initiés sait parfaitement d'où vient une partie des fonds qui ont propulsé Sarkozy à l'Élysée. Mais à l'extérieur, silence radio. Aucun bruit, aucune fuite. Le président gouverne, réforme et impose son style sans qu'aucun scandale majeur ne vienne entacher sa légitimité. Jusqu'à ce que l'année 2011 vienne tout renverser.
Lorsque les vents du printemps arabe soufflent jusqu'aux portes de Tripoli, la Libye s'embrase, le peuple gronde, le pouvoir vacille, et l'impensable se produit. La France, jadis alliée tapie dans les salons dorés du régime Kadhafi, devient soudain la tête de pont de l'offensive militaire occidentale. Sous le drapeau de l'OTAN, les rafales tricolores pilonnent les positions loyalistes. En quelques mois, l'homme fort de Tripoli passe du statut de partenaire diplomatique à celui d'ennemi numéro 1. En octobre, il meurt traqué, humilié, exécuté sans procès, sans pitié. Mais derrière ce virage spectaculaire se cache une question que peu osaient poser à voix haute. Et si cette guerre n'avait pas été qu'un acte de solidarité avec un peuple en révolte? Et si dans l'ombre des missiles se jouait un effacement délibéré? Sarkozy aurait-il donné son feu vert à une opération militaire? Pour faire taire à jamais un ancien allié devenu trop bavard, le président français a-t-il en coulisses signé une guerre pour enterrer un secret? Car peu après, les langues se délient, les années passent, les archives ressortent, les révélations pleuvent. En 2012, dans la foulée de la défaite de Sarkozy face à François Hollande, le média d'investigation Mediapart lâche une bombe. Un document daté de 2006 et signé par les services secrets libyens évoque sans détour un accord de financement de 50 millions d'euros pour la campagne de Sarkozy. La somme paraît astronomique, presque irréaliste, sans doute gonflée par la propagande du régime de Kadhafi. Mais le fond, lui, ne fait plus débat. De l'argent libyen a bien irrigué les rouages de la campagne présidentielle française. Acculé par une avalanche d'affaires judiciaires rattrapées par ses propres magouilles, dans le commerce des armes, Ziad Takieddine change soudain de stratégie. Exit le silence prudent, place à la confession calibrée. En quête d'un accord avec la justice, il passe à l'offensive. Devant les micros de Mediapart, dans les colonnes du Monde et face au regard perçant du juge Serge Tournaire, il lâche une bombe. C'est lui de ses propres mains qui a convoyé 5 millions d'euros en liquide entre Tripoli et Paris. Et pas pour faire du tourisme, les valises allaient droit vers le premier cercle de Sarkozy. D'abord accueilli avec cette méfiance typiquement française, face aux témoins, à la réputation sulfureuse, ces aveux détaillés font pourtant mouche. Malgré les soupçons d'exagération, la machine judiciaire s'enclenche. Une enquête pénale s'ouvre officiellement avec un menu explosif corruption passive, d'un haut responsable financement électoral illicite, venu de l'étranger détournement de fonds publics d'un autre État et blanchiment en bande organisée. Rien que ça. Aux commandes de ce dossier tentaculaire, un magistrat dont le nom fait trembler les puissants Serge Tournaire. Un vétéran de la lutte anticorruption déjà redouté depuis l'affaire Elf. Pendant 7 longues années, il bâtit patiemment un dossier d'une ampleur colossale. 100 témoins entendus, 23 000 pièces saisies et analysées. Des perquisitions menées sur plusieurs continents. 12 pays sollicités pour des enquêtes bancaires internationales. Et au cœur de tout cela, une obsession: retrouver la trace même infime de l'argent libyen qui aurait discrètement irrigué la République. De 2014 à 2025, l'affaire prend des allures de labyrinthe juridique sans fin. Un véritable casse-tête kafkaïen où chaque porte mène à une nouvelle impasse. Nicolas Sarkozy, épaulé par son fidèle avocat Thierry Herzog, ex-bâtonnier du barreau de Paris et virtuose des affaires politico-financières, orchestre une défense d'une redoutable précision pensée comme une guerre d'usure. Leur objectif? Étouffer le fond de l'affaire sous des montagnes de procédures. Résultat, un procès transformé en marathon, sans ligne d'arrivée. Leur première ligne d'attaque est simple, mais brutale: détruire la crédibilité de Ziad Takieddine à coups de contre-témoignages soigneusement sélectionnés. On le présente comme un fabuliste professionnel, un manipulateur habité par le mensonge, prêt à vendre n'importe quelle histoire contre une promesse d'immunité. Une avalanche de témoignages d'ex-collaborateurs vient renforcer ce portrait peu flatteur, le décrivant comme un opportuniste notoire, menteur par vocation. Deuxième angle d'assaut: saper les preuves à la base. Les documents libyens présentés comme des productions de pure propagande sortis tout droit de l'imprimerie de Kadhafi. Les relevés bancaires jugés plutôt invérifiables puisque les banques libyennes ont volé en éclats durant la guerre civile. Quant aux témoignages des anciens dignitaires du régime disqualifiés pour partialité des perdants frustrés qui raconteraient n'importe quoi pour se venger,
Et enfin, la stratégie favorite des avocats de Sarkozy, jouer la carte procédurale à outrance. Chaque écoute téléphonique est contestée comme une atteinte à ses droits fondamentaux. Chaque perquisition est dénoncée comme abusive, humiliante, presque théâtrale. Pas un acte d'enquête n'échappe à un recours. La défense transforme le procès en champ de mine judiciaire où chaque pas du juge déclenche une nouvelle contestation. 4e étage du plan de défense, noyer le poisson à coups de procédures parallèles. L'idée est simple, détourner l'attention du fond de l'affaire en multipliant les contentieux secondaires. On attaque les journalistes pour violation du secret de l'instruction après chaque fuite médiatisée. On traîne Mediapart en justice pour diffamation. Et cerise sur le gâteau juridique, on saisit la Cour européenne des droits de l'homme en criant à l'injustice d'un procès biaisé et trop exposé médiatiquement. Résultat, chaque nouvelle plainte devient un caillou de plus dans les rouages de la machine judiciaire, ralentissant tout le processus principal. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est Taqi Eddine lui-même qui jette une nouvelle bombe dans le dossier. En 2020, au beau milieu du chaos procédural, il change subitement de ton. Retournement spectaculaire, il revient partiellement sur ses propres aveux. D'un coup, la pièce maîtresse de l'accusation devient un témoin instable. Résultat, une cacophonie juridique qui affaiblit gravement le dossier. Pourquoi ce revirement? Les hypothèses s'accumulent, pression en coulisses, menaces voilées, offres d'argent pour se taire ou simple peur de finir dans une cellule libanaise. Et la suite ne tarde pas. En mars 2020, installé discrètement au Liban, bien loin des tribunaux français, Taqi Eddine surgit dans Paris Match avec une bombe médiatique, toute cette histoire de valise. J'ai tout inventé. Sarkozy n'a jamais rien reçu. J'ai menti parce que les juges m'ont mis la pression en échange d'une immunité. Coup de théâtre magistral, ou dernier acte d'un homme en pleine panique, le revirement fracassant de Taqi Eddine fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le ciel feutré de la justice et du pouvoir. Côté Sarkozy, on jubile. Les avocats s'engouffrent dans la brèche à la vitesse d'un éclair, demandent de non-lieu immédiat. Thierry Herzog monte au créneau avec un sourire de victoire. « Mon client n'a jamais menti. Le seul témoin à charge vient de reconnaître que tout était inventé. L'affaire est morte. » La machine sarkozyste ne s'arrête pas là. Dans les jours qui suivent, les plateaux télé sont pris d'assaut. Les unes de journaux s'alignent, les éditorialistes chantent presque la rédemption. Pour eux, la rétractation est une preuve irréfutable. Sarkozy serait enfin lavé de tout soupçon. Mais voilà qu'un an et 3 mois plus tard, en juin 2021, l'histoire prend un virage ahurissant. Depuis Beyrouth, Taqi Eddine accorde une interview fleuve à Mediapart et retourne sa veste une fois de plus. Cette fois, il dit avoir été menacé et payé pour se taire. Et il réaffirme, oui, il a bien transporté les 5 millions d'euros pour Sarkozy et il est prêt à témoigner à nouveau. Un nouveau séisme qui plonge le dossier dans un brouillard juridique épais. Les juges se retrouvent face à un témoin devenu sa propre contradiction, un homme qui affirme, se rétracte puis confirme à nouveau. Comment bâtir un acte d'accusation solide avec un tel feu d'artifice d'incohérence? C'est un cauchemar pour l'instruction. La crédibilité de l'accusation s'effondre comme un château de cartes, et même les juges les plus aguerris peinent à y voir clair. Serge Tournaire et Aude Burézy, réputés pour leur rigueur et leur ténacité, se retrouvent face à un mur. Car à la fin, les valises de cash ne parlent pas, ne signent rien, ne laissent aucune trace numérique. Et quand l'argent est aussi volatile que les témoins, la justice reste les mains vides. Le décor devient digne d'un polar géopolitique. Les témoins clés côté libyen évaporés. Une bonne partie a péri dans la tourmente de la guerre civile de 2011, les autres ont disparu comme par enchantement dans le chaos qui a suivi la chute du régime. Quant aux documents officiels de Kadhafi, ils ont connu le même sort, brûlés, volés ou dispersés aux 4 vents lors du pillage généralisé des archives étatiques. Résultat, un vide documentaire quasi total. Et pourtant, un nom revient sans cesse, Abdallah Senussi, bras droit de Kadhafi, chef redouté des renseignements libyens et accessoirement son beau-frère. L'homme qui connaissait tous les circuits de financement parallèles comme sa poche. Capturé en Mauritanie en 2012
Extradé à Tripoli, jugé et condamné à mort par contumace, il sera mystérieusement relâché. Quand la justice française tente de l'approcher, il refuse net toute coopération. Motif ? Il craint des représailles contre sa famille encore coincée dans le bourbier libyen. Un autre pion majeur manque aussi à l'appel Bachir Saleh, ex-directeur de cabinet de Kadhafi, gestionnaire présumé de la fameuse caisse noire du régime. En 2011, il prend la fuite avec plusieurs centaines de millions de dollars sous le bras direction un émirat du Golfe. Problème, le pays qui l'accueille refuse toute collaboration avec la France. Malgré les mandats internationaux impossibles d'obtenir ne serait-ce qu'un interrogatoire en bonne et due forme. Et du côté des banques libyennes, même scénario. Les registres financiers qui auraient pu prouver les retraits en espèces mentionnés par Takieddine ont pour la plupart été détruits lors des frappes aériennes de 2011. Les rares fragments récupérés par les enquêteurs sont lacunaires, parfois illisibles, et systématiquement remis en cause par la défense de Sarkozy. En somme, aucune preuve solide n'a survécu au chaos. Décembre 2025. Clap de presque fin. Après 13 années de feuilleton judiciaire interminable, d'auditions sans fin d'effets d'annonces de revirements, en cascade et de milliers de pages d'enquête, la Cour d'appel de Paris jette l'éponge, ou presque. Elle prononce un non-lieu partiel et hautement polémique dans l'affaire du supposé financement libyen de la campagne Sarkozy. La conclusion officielle tient en une formule vertigineusement frustrante. Oui, il existe des soupçons lourds, cohérents, répétés, mais non, les preuves matérielles directes ne suffisent pas à condamner. Dans un rapport aussi massif qu'une encyclopédie, les magistrats reconnaissent que le puzzle est quasi complet, sauf que la dernière pièce, celle qui permettrait de dire sans l'ombre d'un doute que Nicolas Sarkozy a bel et bien touché l'argent de Kadhafi, eh bien elle manque toujours. Et en droit pénal français, sans cette pièce-là, il n'y a pas de condamnation. Juste un vide juridiquement impeccable et moralement vertigineux. D'un point de vue strictement légal, c'est un point marqué pour Nicolas Sarkozy. Pas une absolution triomphante, mais une échappée belle rendue possible par les subtilités du code pénal, les manques de l'instruction et l'absence de preuves tangibles. Une victoire procédurale donc bien plus qu'un acquittement éclatant sur le fond. Les juges eux-mêmes prennent soin de le préciser, ne pas condamner ne revient pas à blanchir. Cela signifie simplement que le doute subsiste et que ce doute dans un état de droit profite à l'accusé. Et comme il fallait s'y attendre, l'ancien président transforme ce non-lieu technique en triomphe personnel. Flanqué de son avocat Thierry Herzog, l'air conquérant, et de Carla Bruni, tout sourire de soutien conjugal, Sarkozy descend les marches du palais de justice comme on descend un podium. Devant une forêt de micros et une marée de caméras, il proclame avec une émotion savamment dosée que la justice vient de reconnaître son innocence totale. Puis il dégaine sa contre-attaque, accuse une cabale fustige, l'acharnement parle de 13 années d'injustice qu'il aurait bravé avec dignité. La mise en scène est parfaite, le message est clair, il ne s'en est pas juste sorti, il a presque gagné. Et le clou du spectacle arrive bien sûr devant les caméras. Le regard grave, le ton solennel Sarkozy lâche ce qu'il considère être son épilogue victorieux. Ce jour marque la victoire éclatante de la vérité sur la manipulation. La justice a enfin rétabli l'honneur que l'on a voulu me voler. Avec son style emphatique bien rodé, il enchaîne « 13 années durant, on m'a traîné dans la fange avec des accusations inventées de toutes pièces, aussi odieuses que fausses. Chaque jour, on a tenté de m'humilier, d'entacher ma dignité, mais j'ai toujours cru que la lumière finirait par chasser les ténèbres. Ce jour est arrivé, je suis innocent, blanchi, délivré. » Une déclaration tonitruante et juridiquement discutable, car en réalité, ce non-lieu, aussi médiatisé soit-il, n'est pas une preuve d'innocence, mais un aveu d'impuissance judiciaire. Il manque juste assez de preuves pour condamner. Et pourtant, cette nuance disparaît complètement dans la machine de communication sarkozyste, qui s'empresse de transformer un simple abandon des poursuites en réhabilitation totale. L'objectif est clair, réécrire le récit. De présumé corrompu, il veut devenir victime d'acharnement. Non seulement il se défend, mais il tente de se refaire une légende. S'appuyant sur ce verdict fragile mais exploitable,
l'ancien président lance dès janvier 2026 une offensive médiatique calculée. Objectif, laver son image écornée par plus d'une décennie de soupçons et de polémiques. Et quoi de mieux qu'un livre pour reprendre la main sur le récit, le titre une punchline en soi. La vérité sur l'affaire libyenne, 13 ans de persécution politique. Succès immédiat, propulsé en tête des ventes dopées par un buzz savamment entretenu par ses relais médiatiques fidèles et une promo millimétrée, l'ouvrage devient un outil politique à part entière. Sarkozy n'écrit pas pour raconter, il écrit pour reconquérir. Et le show continue. Nicolas Sarkozy entame alors une véritable tournée médiatique digne d'une star en comeback. Il enchaîne les plateaux comme d'autres enchaînent les meetings, 2 heures d'entretien avec Jean-Pierre Elkabbach sur CNews, une émission spéciale en prime time avec Gilles Boulot sur TF1, 12 pages d'interviews grandiloquentes dans le Figaro Magazine et même un face-à-face bavard et complice avec Laurent Ruquier dans « On n'est pas couché ». À chaque passage, le même disque, celui d'un homme traqué, victime d'une chasse aux sorcières, orchestrée bien sûr par une gauche, qui l'accuse de manipuler juges et journalistes à des fins politiques. Mais cette campagne médiatique, aussi bien huilée soit-elle, ne vise pas que la réhabilitation personnelle. Non, elle s'inscrit dans une manœuvre bien plus stratégique, reprendre la main sur le récit national avant les législatives de 2027, une échéance décisive pour les Républicains. Car même retiré officiellement de la politique active, Sarkozy reste l'ombre tutélaire de la droite. Il n'a plus de mandat, mais son regard approbateur ou désapprobateur peut encore décider de l'ascension ou de la chute de bien des carrières. Et c'est là que le piège se referme, lentement, froidement. Car ce que l'ancien président ignore encore, c'est que, dans l'ombre, l'exécutif de Lecornu a rassemblé en toute discrétion ce que la justice a cherché en vain pendant 13 ans, des éléments matériels concrets irréfutables qui prouvent ce que l'instruction n'avait jamais pu verrouiller. Et ces preuves-là, une fois révélées, ne laisseront plus aucune échappatoire. Ce que Sarkozy ne sait pas encore à ce stade, c'est que le compte à rebours a déjà commencé. Dans les sous-sols feutrés de la DGSE, un dossier explosif circule à huis clos. À l'intérieur, des pièces classées top secret arrachées à l'enfer libyen par des opérations clandestines menées au cœur du chaos. On y trouve de tout, des témoignages troublants d'anciens dignitaires libyens exfiltrés discrètement vers la France, des vidéos accablantes extraites directement des disques durs de la police secrète de Kadhafi et même des bandes audio d'une clarté glaçante où l'on entend parler très clairement de valises de millions et d'un certain président ami. Ces preuves ultra-sensibles n'ont jamais franchi les portes de la justice classique. Pour une raison simple, elles ont été collectées dans des conditions extra-légales. Tandis que la Libye sombrait toujours plus dans l'anarchie déchirée entre milices islamistes, gouvernements rivaux et ingérences étrangères, la France, par le biais de la DGSE, a lancé une série d'opérations de l'ombre. Leur but ? Mettre la main sur les archives compromettantes du régime Kadhafi avant qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains, russes, turcs ou djihadistes. L'une des missions les plus audacieuses porte le nom de code CIRO. En mars 2023, une équipe d'agents français s'infiltre à Tripoli, pénètre dans les ruines du palais présidentiel de Bab al-Azizia, là où Kadhafi régnait en maître, et découvre dans un ancien bunker oublié des coffres remplis de disques durs, de cassettes et de dossiers confidentiels. Le trésor perdu des services secrets libyens, le genre de document qui ne pardonne pas. À 8 mètres sous terre, dissimulés dans des coffres blindés militaires, miraculeusement épargnés par les pillards du chaos post-Kadhafi, les agents français tombent sur un véritable trésor radioactif, des centaines de dossiers classés, ultra-confidentiels défense, des bandes audio à bande magnétique et des disques durs à en faire pâlir n'importe quel procureur. Chaque support contient ce que le régime libyen savait faire de mieux espionner, enregistrer, archiver, dans une paranoïa froide et méticuleuse. Car Kadhafi, comme tout bon dictateur qui se respecte, nourrissait une passion maladive pour le contrôle total. À défaut de faire confiance à ses alliés, il préférait tout consigner, tout sauvegarder, tout conserver, y compris bien sûr les dessous de table versés à ses amis occidentaux. Chaque négociation louche, chaque valise de cash,
chaque deal nocturne passé à Tripoli ou Paris, tout était mis en boîte. En langage d'espionnage, on appelle ça du compromat, des bombes à retardement prêtes à exploser sur les visages bien propres des chefs d'État étrangers au moment opportun. Résultat, 40 années de gouvernance en mode disquette et un arsenal de scandales potentiels soigneusement gardés, prêt à faire trembler une bonne moitié des chancelleries mondiales. Et dans cette montagne d'archives embarrassantes, un dossier attire l'œil plus que les autres, estampillé NS Vonil Len 7, nom de code sibylline pour une opération très précise, celle du financement occulte de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Dans les cartons estampillés NS Vonil Len 7, ce n'étaient pas quelques feuilles volantes ou bribes de notes vagues, non. C'était un rouleau compresseur administratif de 347 pages formulaires, tamponné mémo griffonné à la va-vite, ordre de virement libellé à l'euro près, rapport confidentiel des services, secrets et procès-verbaux minutés de réunions secrètes, un mode d'emploi complet du financement occulte avec tous les détails, qui a payé combien, quand, par quel circuit et surtout, à qui. Le 15 janvier 2026, dans un excès de confiance, Nicolas Sarkozy obtient ce qu'il croyait être un coup politique de génie, la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour laver publiquement son honneur. L'ancien chef d'État se voit déjà en train de renverser la table et d'écraser ses détracteurs en direct devant la nation. Rendez-vous est pris, il témoignera le 20 janvier. Mais ce que l'ex-président ignore totalement, c'est que ce piège a été posé avec une précision chirurgicale. Car le Premier ministre Sébastien Lecornu, avec le feu vert personnel d'Emmanuel Macron, a pris une décision lourde de conséquences, profiter de cette audition pour déballer en place publique les preuves explosives récupérées en secret par les services de renseignement français. Fin du suspense, fin de l'omerta et début d'un séisme politique d'une ampleur inédite. 22 janvier 2026, 15 heures tapantes. L'ambiance est électrique sous les ors de l'Assemblée nationale. Les travées sont pleines à craquer, les objectifs cliquettent, les chaînes d'infos sont en direct. Et c'est là que surgit Nicolas Sarkozy, droit comme un l'œil vif, l'allure inchangée malgré ses 61 ans. Costume taillé sur mesure, sourire crispé, mais posture assurée, l'ex-président entre en scène comme s'il n'avait jamais quitté les sommets du pouvoir. Il entame voix posée ton martial, « Mesdames et messieurs les députés », lance-t-il avec cette autorité à laquelle personne n'a jamais vraiment su résister. J'ai choisi de venir ici, pas pour me défendre, non, pour rétablir une bonne fois pour toutes la vérité. Et cette vérité est simple, je n'ai jamais reçu le moindre centime de Kadhafi, pas un sou, pas une piastre. Ce dossier, une farce, un tissu de mensonges, de manipulations honteuses, de diffamation orchestrée. Son discours dure à peine une demi-heure. Mais quelle demi-heure du pur Sarkozy version guerre totale. Il fustige les médias qu'il accuse de faire de la politique à coups de rumeurs. Il torpille les magistrats qui, selon lui, se prennent pour des procureurs de la morale. Il accuse Ziad Takieddine d'être un escroc professionnel prêt à tout pour éviter la prison. Il déclare que les fameux documents libyens ne sont que des montages grossiers dignes d'un mauvais roman d'espionnage. Et bien sûr, il se présente en martyr d'une cabale politique savamment orchestrée par ses ennemis de toujours. Une prestation millimétrée calibrée pour les caméras pensées pour frapper les esprits. Mais ce que Sarkozy ne sait pas encore, c'est que le vrai choc est à venir. Et là, clou du spectacle, Nicolas Sarkozy lève la voix pour un dernier uppercut théâtral. Face caméra, voix vibrante de solennité, j'ai dirigé la 5e puissance mondiale. J'ai été le chef de l'État français. J'ai servi cette nation avec fierté, avec loyauté, et je ne permettrai à personne de piétiner mon nom, ni de salir ce que j'ai construit au nom de calomnies absurdes. La vérité finit toujours par éclater, et ce jour est arrivé. Je suis innocent. Et tonnerre d'applaudissements sur les bancs des Républicains. Une ovation digne d'un retour de rockstar. Le clan Sarkozy savoure la posture du héros injustement accusé, semble fonctionner. Les caméras zooment, les analystes télé affûtent déjà leurs éditos. La rédemption politique de Sarkozy est en marche. Mais soudain, le rebondissement.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu lève calmement la main, demande la parole au nom de son droit constitutionnel en tant que membre de la commission. Silence dans l'hémicycle, le président de séance hésite, surpris, c'est rare, très rare qu'un chef du gouvernement intervienne à ce moment-là. Mais il ne peut refuser, le rythme ralentit, la tension grimpe, quelque chose d'énorme se prépare. Et Sarkozy, qui se croyait au sommet de son triomphe, ne sait pas encore que le rideau ne se ferme pas sur son apothéose, mais sur un twist. Un silence de plomb s'abat sur l'Assemblée, pesant comme un orage prêt à éclater. Sébastien Lecornu se dresse lentement, prend la direction de la tribune d'un pas mesuré, tenant d'une main une élégante mallette de cuir noir. Il s'arrête net, plante ses yeux dans ceux de Sarkozy avec une intensité glaçante et lâche d'un ton clinique tranchant comme un scalpel monsieur l'ancien président. Merci pour ce brillant exercice de contorsion rhétorique, une véritable masterclass dans l'art de se convaincre soi-même. Mais voyez-vous, ce que vous appelez vérité va enfin être confronté à des faits. Et ils sont accablants. C'est une frappe chirurgicale, un missile lancé sans avertissement. Sarkozy se fige, les mâchoires serrées, les yeux plissés. Dans l'hémicycle, l'air devient irrespirable, personne ne bouge. Vous maintenez n'avoir jamais touché un centime du régime libyen parfait. Alors permettez-moi de vous montrer ceci, poursuit Lecornu en ouvrant sa serviette. Voici le document codé WIL 106 ou 147, exhumé par les agents de la DGSE dans les entrailles des archives de Tripoli. Un ordre de virement noir sur blanc, signé de la main de Bachir Saleh, ancien bras droit de Kadhafi. Il autorise le retrait en cash de 5 millions d'euros depuis des comptes libyens occultes pour financer une certaine campagne présidentielle désignée NS. Je vous laisse deviner à qui ces initiales peuvent de bien faire référence, monsieur Sarkozy. Le coup de tonnerre est instantané. Les journalistes braquent leurs objectifs sur Sarkozy, dont le teint vire au gris cendre. L'électrochoc est palpable. Lecornu ne relâche pas la pression. Vous affirmez que Takieddine a tout inventé. Très bien, alors expliquez ceci, voici les relevés bancaires officiels en provenance de Tripoli. 3 retraits en liquide massif effectués en novembre 2006 en janvier, puis en mars 2007. Exactement les 3 dates que votre ancien ami a mentionnées. Quelle coïncidence remarquable, n'est-ce pas? Trop parfaite pour être un hasard. Sarkozy, nerveux, tente de reprendre la parole. Monsieur le Premier ministre, ces documents sont pour le moins... Mais Lecornu le coupe net, sans ménagement. Non, cette fois c'est à vous d'écouter. Il ne lève pas la voix. Il découpe les mots comme un chirurgien froid précis, puis il enchaîne implacable, et maintenant le clou du spectacle. Les Libyens paranoïaques jusqu'à l'obsession enregistraient chaque appel, chaque échange, chaque murmure de Takieddine. Ces archives, nous les avons, et nous allons les écouter ensemble. Et soudain, l'impensable se produit. Le silence devient un personnage à part entière dans la salle. On pourrait entendre tomber une plume tant l'ambiance est figée. Lecornu appuie sur le bouton. Une voix familière s'élève nette, enregistrée, celle de Ziad Takieddine qui s'exprime en français. Le ministre est très content du premier transfert. Il aimerait savoir si le deuxième pourrait être avancé à janvier plutôt que février. Pause. Puis une voix arabe traduite dans les haut-parleurs lui répond calmement « Aucun souci. Le colonel a donné son feu vert, transmet à Sarkozy que la Libye sait se montrer reconnaissante envers ses vrais amis. Effet nucléaire. Sarkozy blêmit. Le public est en apnée. Lecornu ne s'arrête pas. Vous niez l'avoir rencontré pour ces fameux transferts? Bien. Alors comment expliquez-vous ceci, caméra de surveillance de l'hôtel Raphaël, 4 mars 2007, 22h30. On vous voit entrer discrètement par l'arrière. 12 minutes plus tard, Takieddine passe la porte. Vous deux, dans la suite 401. Pendant 47 minutes, vous jouiez au Monopoly. Chaque révélation tombe comme un coup de masse. Sarkozy tente de garder contenance, mais son masque se fissure. Les rangs des républicains figés, muets. La stupeur est totale. Et si on évoquait maintenant Claude Guéant, votre bras droit indéfectible, enchaîne Lecornu le ton plus tranchant que jamais. Avril 2008.
À peine installé à l'Élysée que voilà votre fidèle collaborateur qui ouvre un compte discret aux Seychelles. Dans la foulée, 500 000 € en liquide y atterrissent. Aucune justification, aucune trace, rien. Alors on doit vraiment croire qu'il s'agit d'une pure coïncidence, sans lien avec ces fameuses valises libyennes bourrées de cash. Vous nous prenez pour qui exactement? Une bombe, plus retentissante encore que les précédentes. Les députés crient, gesticulent, le chaos s'installe dans l'hémicycle. Le corps nu imperturbable laisse le tumulte s'épuiser, avant de porter le coup fatal. Mais venons-en maintenant à la question qui glace le sang. En 2011, vous avez lancé les frappes aériennes contre la Libye, Monsieur Sarkozy. Résultat, Kadhafi mort, fini, réduit au silence. Or, plusieurs témoins que nos services ont discrètement extraits de Tripoli jurent que dans les derniers mois de sa vie, le guide menaçait de tout dévoiler, non-somme circuit, tout le système de financement de votre campagne. Et que s'est-il passé ensuite? 1 mois plus tard, à peine il est exécuté dans des conditions jamais élucidées. Alors je vous pose la seule question qui compte. Aviez-vous intérêt à ce qu'il disparaisse à jamais? Monsieur Sarkozy. L'avez-vous fait éliminer pour acheter son silence? Et là, l'inimaginable se produit. L'accusation de meurtre d'État explose dans l'hémicycle comme une grenade à fragmentation. L'Assemblée plonge dans le tumulte. Sarkozy bondit de son siège, le visage empourpré, la mâchoire crispée. C'est une infamie. Un procès politique monté de toutes pièces. Je ne peux pas laisser passer ça. Mais le corps nu, tel un bulldozer lancé à pleine vitesse, le coupe net sans ménagement. Non, monsieur Sarkozy, le vrai scandale, ce n'est pas cette audition. C'est vous. Vous qui avez monnayé la diplomatie française à un tyran pour payer votre route vers l'Élysée. Vous qui avez construit votre carrière sur une montagne de mensonges. Vous qui aujourd'hui encore osez regarder cette assemblée dans les yeux comme si de rien n'était. Et vient alors la phrase, celle que les livres d'histoire retiendront, que les plateaux télé disséqueront pendant des semaines. Nicolas Sarkozy, pour avoir trahi la confiance du peuple français, pour avoir bafoué l'honneur de la République, pour avoir trempé dans la corruption la plus abjecte et couvert un assassinat politique, je demande officiellement au procureur de la République d'ouvrir une procédure pour haute trahison, corruption aggravée et complicité de meurtre. Votre statut d'ancien président ne sera plus un bouclier. La vérité vient d'éclater, pas la vôtre, la vraie. Silence total, puis la clameur. L'histoire vient de changer de cap en direct. L'effet fut aussi fulgurant qu'un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages. Sans attendre, Sarkozy quitta les lieux à grands pas, le regard fuyant, pendant que les huées pleuvaient des travées de l'Assemblée. Les caméras, elles ne manquèrent rien, son visage défait son masque d'homme fort fissuré, son empire politique vacillant à vue d'œil. Pour la première fois, l'homme qui avait dompté tant de tribunes ne trouvait plus un mot. Silence radio. Dès le lendemain matin, la presse s'était mise en ordre de bataille. En une des quotidiens, Sarkozy s'effondre, le boomerang libyen. Les titres frappés chippent fort. Les cornus pulvérisent l'héritage, le crépuscule du président. Le Monde publia l'intégralité des documents top secrets. Mediapart disséqua chaque seconde des enregistrements sonores. Libération de son côté sortit de nouveaux témoignages saisissants de Libyens exfiltrés. Mais ce n'était que le début. Dans les jours suivants, l'onde de choc se propagea comme une traînée de poudre. Des proches de Sarkozy, jusqu'alors silencieux, commencèrent à balancer le parti. Les Républicains explosa de l'intérieur, certains fidèles juraient encore fidélité à leur ancien chef, pendant que d'autres prenaient leur distance en courant. Claude Guéant se retrouva en garde à vue. Quant à Thierry Herzog, l'avocat tout-puissant, il voyait l'épée de Damoclès se rapprocher, une mise en examen pour obstruction à la justice se profilait. 90 jours après ce face-à-face qui avait secoué jusqu'aux fondations de la République, les répercussions furent titanesques. Le parquet national n'y alla pas de main morte, une enquête officielle fut ouverte pour haute trahison, l'accusation suprême, celle qu'on ne dégaine que pour les fautes historiques. Sarkozy, lui, se vit cloué au sol, passeport confisqué, interdiction formelle de quitter la France et convocation hebdomadaire obligatoire au commissariat. L'ancien chef de l'État traité comme un délinquant sous bracelet invisible,
Mais le plus dévastateur n'était pas judiciaire, c'était symbolique. Car ce scandale pulvérisa à jamais ce qu'il restait de l'image gaulienne que Sarkozy s'était échiné à construire. L'homme qui rêvait de rejoindre les immortels du panthéon politique s'effondra dans les bas-fonds de l'histoire comme le président marchandé, celui qui avait bradé les intérêts de la France à un tyran en échange de valises pleines. L'historien Patrick Whale résuma la situation dans une formule lapidaire: le cornu vient d'arracher le couvercle d'un des secrets les plus toxiques de notre République. Pendant 2 décennies, Sarkozy s'était blindé derrière son pouvoir et ses réseaux. Il aura fallu qu'un Premier ministre ose dire tout haut ce que tout Paris susurrait à voix basse depuis des années. Quant à Le Cornu, il ne fut plus jamais perçu comme un simple Premier ministre. Aux yeux d'une grande partie des Français, lassé par les demi-vérités et les scandales à répétition, il devint le symbole d'un pouvoir qui ose enfin affronter les puissants. Son discours du 22 janvier 2026 fut rapidement érigé en exemple absolu de courage civique et d'art oratoire au service de la justice. On le disséquait en amphi comme on analyse un grand réquisitoire de Zola ou un plaidoyer de Badinter. L'histoire, elle retiendra cette image, celle d'un jeune homme de 39 ans, dressé au cœur du temple de la République, mettant à nu preuve à l'appui l'un des plus grands mensonges d'État de la veuve République. Ce jour-là, au-delà de la chute d'un ancien président, ce fut un acte de foi dans la démocratie qui ralluma une flamme vacillante, celle de la confiance dans les institutions républicaines.